les banlieues des immigrés marocains à Paris et dans certaines villes françaises, en raison de la marginalisation, du chômage généralisé et de l'absence de centres culturels et d'associations sportives et récréatives, sont devenus le foyer des gangs de narcotrafiquants aux yeux de la police française, parfois simplement en train de surveiller la situation. Un regard sur les cafés marocains où la drogue est vendue ouvertement près des commissariats de police est suffisant pour s'assurer que la police française autorise cela pour les immigrés marocains et les prive du fils français du pays. Les réseaux de contrebande préfèrent traiter avec des canettes plus souvent que d'autres en raison de leur expérience et de leur entière volonté de prendre des risques. La diplomatie marocaine, culturelle et sociale, et le Conseil de la communauté, ne font rien pour renforcer l'affiliation culturelle des immigrés. Les autorités françaises et marocaines n'ont pas lu les raisons de leur dépendance. Les premiers se sont abstenus de les réconcilier avec leur origine sociale à travers des institutions ou des centres culturels qui les hébergeaient et leur ont donné un point de départ solide pour protéger leur identité, tandis que les seconds est passé de la négligence, de l'exclusion et de la marginalisation aux attaques contre la communauté et ses relégations culturelles et sociales. Lors de votre première visite dans certaines banlieues marginalisées, où la communauté marocaine vit dans des ghettos semi-isolés, ou dans les quartiers parisiens densément peuplés du Maghreb, comme Barbès, Garibaldi, Sandoni, et d'autres, vous avez l'impression d'être dans un énorme marché de la drogue qui se rétablit chaque jour avec un mélange de nationalités africaines, arabes et asiatiques. Chaque matin, ces quartiers deviennent un centre de toutes les formes de commerce des agricultrices, destinés aux commerçants de différentes villes de France pour leur fournir les médicaments dont ils ont besoin. Vendus dans une trentaine de points chauds de la ville. Chacun de ces quartiers se spécialise dans le commerce d'une ou de plusieurs des substances interdites, avec du cannabis et des grains de drogue vendus, par exemple, dans des zones populaires et bondées, telles que Barbès, Garibaldi, Sandoni et Stalingrad. Tandis que les trafiquants d'héroïne se déplacent d'en haut de gamme dans certains quartiers latins. Lors d'une visite de Garibaldi, un quartier marocain avec distinction, appelé le quartier des araignées, parce qu'il était bondé avec un mélange d'arrivées, dont la plupart étaient africaines. Le soir s'est tenu sur le contrôle strict imposé par la troisième les boîtes de génération sur les points de vente du quartier pour empêcher tout étranger d'entrer et pour surveiller chaque mouvement suspect, où chaque secteur dans le quartier a un coin. Il est issu d'une famille démunie dont les 5 fils sont entassés dans une maison de 2 pièces qui n'a pas les conditions les plus élémentaires pour une vie décente, dit-il. Les clients arrivent dans leur voiture pour acheter toutes sortes de drogues, de l'herbe, de la cocaïne, de l'héroïne et d'autres à l'intérieur de leur voiture, selon la Take. Les vendeurs dans les allées des araignées sont pour la plupart des écoliers et des chômeurs marocains qui, avec l'aide de certains de leurs collègues algériens et africains, distribuent différentes quantités de drogue après les avoir reçues de grands promoteurs. Le quartier connaît un mouvement continu tout au long de la nuit, dans lequel circulent tous les types de drogues, principalement du cannabis indien ou guéri Kiev, comme on l'appelle localement, de l'héroïne, de la cocaïne, des pilules hallucinogènes et d'autres substances narcotiques. Il y a des clients qui vont dans la capitale en provenance d'autres villes, dans un voyage qui ne dure pas plus d'une journée pour acheter leurs besoins mensuels de drogue, en particulier la cocaïne, qui a été obtenue et les prix ont baissé ces dernières années. Les réseaux de contrebande préfèrent traiter avec des canettes plus souvent que d'autres de différentes nationalités en raison de leur expérience et de leur entière volonté de prendre des risques. Ils les envoyaient souvent faire des voyages entièrement payés dans le sud de la France pour rentrer avec des cargaisons cachées bien dans leurs bagages. 1 kg de cocaïne peut y être obtenu pour 5 000 €, et le prix à Paris est de 60 000 €. La France a enregistré les taux d'abus de cocaïne les plus élevés en Europe sur 4,5 millions d'Européens, tandis que 7% des Européens ont consommé du cannabis en 2010, selon l'Observatoire français antidrogue. La criminalité liée au trafic de drogue représente 18%, une baisse croissante, après, selon la même source, en 2010, 26%. Principalement mis en œuvre par des membres de la communauté marocaine, suivis par les Africains, les Algériens, les Asiatiques, Portugais, Français et le reste attribué à des nationalités différentes. Les chiffres détaillés, tels que fournis par l'Observatoire français anti-drogue,
parle d'une proportion importante de canettes qui utilisent des drogues comme un commerce et une dépendance par rapport à d'autres communautés étrangères. Le groupe d'âge varie entre 15 et 25 ans. Les problèmes familiaux et sociaux, tels que la désintégration de la famille, la marginalisation des enfants, la curiosité, le chômage et l'absence de possibilités d'emploi, sont au premier plan des facteurs psychologiques et sociaux du monde, qui connaissent une augmentation alarmante, surtout chez les jeunes, les adolescents et même les écoliers. La prévalence de l'abus de cannabis parmi les canettes a été facilitée par les informations communiquées par les promoteurs au Maroc et en France sur les dommages limités causés par ce type de drogue herbacée, ainsi que par le fait que les autorités néerlandaises, un pays à moins de 3 heures de train de Paris, a permis la vente et l'achat de cannabis marocain dans les cafés publics sans restriction. L'Observatoire prévient que la consommation de drogue dans les communautés pauvres est caractérisée par le phénomène dit d'escalade, qui conduit les consommateurs de drogue à passer de faibles à des drogues moyennes puis puissantes, ou toutes les drogues qui créent une forte dépendance, physique ou psychologique, comme le tabac et l'alcool, partageaient le phénomène. Ironiquement, la communauté marocaine, qui est la communauté la plus addictive et trafiquante de drogue, est également considérée comme l'une des plus conservatrices, avec son identité et son affiliation originale, malgré sa présence en France. La diplomatie marocaine, culturelle et sociale, ainsi que le Conseil des communautés et certaines associations d'allégeance officielles, ne font rien pour renforcer l'appartenance culturelle et spirituelle des émigrants. Transfert et appel d'offres de la communauté pour rien. Exclusion sur deux fronts. Cette diplomatie ne fait que se concentrer sur des défilés folkloriques naïfs pour attirer les enfants immigrés à visiter la patrie en été, pour rencontrer de nombreux obstacles. D'où la toxicomanie croissante des jeunes immigrés, où le jeune homme se sent 2 fois plus étrange dans son pays, qui continue de souffrir d'exclusion et d'injustice, et dans le pays d'accueil, qui a transformé la communauté, à travers la marginalisation, la persécution et l'hostilité, dans un foyer fertile pour la drogue, les gangs de trafiquants, et parfois dans un terrain fertile pour les mouvements fondamentalistes comme prolongement naturel de la montée de l'islam politique et de la propagation de la pensée autoritaire, basée sur la violence dans certaines communautés de jeunes immigrés. Dans les banques françaises et marocaines, les personnes concernées par la jeunesse de cette communauté n'ont pas lu les raisons de leur dépendance et de leur déviance. Les premiers se sont abstenus de les réconcilier avec leur origine sociale à travers des institutions ou des centres culturels qui les hébergeaient et leur ont donné un solide pivot pour protéger leur identité, tandis que les seconds est passé de la négligence, de l'exclusion et de la marginalisation aux attaques contre la communauté et ses relégations culturelles et sociales. Discours islamique. Les chiffres de l'Observatoire français sur la proportion croissante de canettes dépendantes et trafiquées de drogue coïncident avec l'émergence d'une rhétorique hostile, qui se répand avec le moindre problème sur la scène sociale française. Le dernier livre, Mosquée de Roissy, de Philippe Duvelli, président du Mouvement pour la France, parti d'extrême droite, réduit ce fait en accusant les musulmans travaillant dans les aéroports d'être un danger pour la sécurité des vols à destination et en provenance de France. L'accusation de Duvelli finit par se terminer par l'expulsion de plus de 40 travailleurs musulmans. Ronny Baume, professeur de littérature du XVIIe siècle à la Sorbonne, écrit dans un de ses articles dans le journal français Le Baume: il y a encore un grand nombre de Français qui sont anti-islamiques, mais ils ne sont pas hostiles aux Arabes, et je suis l'un d'eux parce que je me sens comme l'islam. Il y a beaucoup d'exemples montrant le préjudice de certains politiciens français envers les musulmans, y compris la question du hijab et le cas des caricatures contre l'islam, que les politiciens français qualifient de liberté d'expression, sur lequel l'ancien président Sarkozy a déclaré: trop de dessins valent mieux que trop de censeurs. Groupe de réflexion. En fait, il y a de nombreux signes que de grandes sections de la communauté marocaine ont mis en place leur propre petite maison dans la patrie française, refusant de s'aligner ou de traiter certains aspects de la civilisation occidentale avec la flexibilité d'intégration nécessaire. Et ces gens vivent surtout dans des ghettos résidentiels, où il est difficile de se débarrasser de l'inconfort qu'ils s'imposent, en raison de la déformation excessive qu'ils reçoivent de la part de certains savants engagés. Leur retrait vers leur environnement fermé augmente, et ils voient chaque critique comme une attaque contre eux.
Leurs différentes cultures et modes de vie ont donné lieu à des situations compliquées et ambiguës dans lesquelles le sentiment d'aliénation est passé d'un événement émotionnel transitoire à un état permanent et stable qui a produit, cette dernière, une réaction émotionnelle qui atteint parfois le point de collision. Le groupe de jeunes, dont la plupart sont portés disparus et élevés dans des foyers exurbains ou qui arrivent, sont de jeunes étudiants, des enseignants et des professionnels. Ils ont réussi à faire leurs preuves sur les plans économiques, politiques et culturels, et constituent aujourd'hui un réservoir intellectuel et économique dont la société d'accueil est tirée dans l'équation qu'elle a réussi à établir entre s'engager dans les valeurs du pays et fortifier l'identité nationale. Ce groupe a réussi à percer les sphères politiques, culturelles et sportives et a pu construire des ponts de communication avec les Français comme point d'entrée pour l'introduction des cultures marocaines et islamiques et de leurs composantes. Grâce à ces intrusions dans l'administration, les affaires, la recherche scientifique, la médecine et l'enseignement universitaire. Ce groupe est devenu si fortement impliqué dans les médias qu'il continue à apparaître sur les écrans spatiaux et dans les programmes d'information politique et culturelle. Avec l'intégration de ce groupe dans le tissu de la société, grâce à des études réussies et à l'excellence du travail, les attitudes de nombreux Français issus de la peur injustifiée des musulmans arabes se sont transformées en une sorte de réceptivité et de réconfort. Avec ce changement, la plupart des membres de la deuxième et de la troisième génération n'ont aucun espoir de rentrer chez eux. Pour qui il n'y a pas plus d'un petit pays de vacances pour découvrir des cousins et des tantes et grands-mères qui gardent leurs enfants.